Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Au cœur de la visite du président suisse Alain Berset, reçu par son homologue congolais Félix Tshisekedi, qui sur la question des pourparlers à venir avec les groupes armés exclut tout dialogue avec les rebelles du M23. La colère au Kenya dans la fonction publique. Les salariés ne sont plus payés depuis 2 mois en cause de la crise de liquidité que traverse le pays. Le président Ruto assure que le problème sera bientôt résolu. Puis la fin en Côte d'Ivoire de l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis l'émergence en 2020 de la pandémie de Covid-19. Il n'y aura pas de négociation politique avec le M23. Les mots sans détour du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors de sa conférence de presse ce jeudi au Palais de la Nation à Kinshasa avec le président suisse Alain Berset en visite dans le pays. En plus du renforcement des relations de coopération entre les deux pays, il est aussi question du contexte sécuritaire à l'est du pays où le président suisse prévoit de se rendre pour un état des lieux de la situation humanitaire. La Suisse entend porter auprès du Conseil de sécurité de l'ONU la question de la protection des populations civiles victimes de cette insécurité à l'est de la RDC, sujet qui a donc été largement évoqué par les deux chefs d'État dans leur conférence de presse, avec un positionnement du président Tshisekedi qui n'entend pas discuter avec la rébellion, ce qui exclut leur présence au prochain pourparlers prévu en mai prochain à Nairobi au Kenya entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles. Écoutez le président de la République, Félix Tshisekedi. J'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. C'est au moyen de ce genre de dialogue qu'il profite de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. La situation au Mali était au cœur d'une nouvelle réunion ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU, alors que dans son rapport, Antonio Guterres, le secrétaire général, appelle le gouvernement malien de transition au respect de l'accord d'Alger qui serait, selon lui, dans l'impasse. Antonio Guterres qui dénonce également une situation sécuritaire et humanitaire qui ne cesse de se détériorer, notamment dans les régions du centre et de Ménaka, qui demeurent des zones à risque en raison des violences terroristes. De leur côté, les autorités maliennes indiquent prendre acte des observations de l'ONU, mais les modèrent dans le même temps en affirmant noter des avancées sur le plan sécuritaire. Écoutez Issa Konfourou, représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Nous prenons bonne note des récentes propositions de la médiation pour la relance du processus de paix et réitérons notre disponibilité à travailler avec elle pour restaurer la paix et la stabilité dans mon pays. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, les forces armées et de sécurité du Mali poursuivent leur offensive contre les organisations terroristes et des résultats très encourageants ont été obtenus. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, leurs sanctuaires détruits et de grandes quantités de matériel de guerre saisis ou détruits. Le gouvernement s'attelle, dans le cadre d'un processus transparent et inclusif, à la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles et électorales nécessaires à la refondation de l'État du Mali. Au Soudan, l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan qualifie de tournant dangereux le déploiement de paramilitaires. Il s'agit des paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo qui aurait déployé ses troupes dans plusieurs villes, dont la capitale Khartoum. Une prise de position qui illustre le degré de tension et le niveau de rivalité
entre les deux hommes aux commandes depuis le coup d'État de 2021. Deux hommes dont les divergences retardent par ailleurs la signature de l'accord cadre qui prévoit le partage du pouvoir entre civils et militaires. Alors ce jeudi, le porte-parole de l'armée soudanaise a demandé au général Hamdan Daglo de retirer ses forces militaires. Les forces de soutien rapide qui auraient été déployées sans qu'un accord n'ait été conclu. Ce déploiement augmente les risques en matière de sécurité, alerte l'armée soudanaise. Des retards dans les règlements des salaires des employés en raison de la crise de liquidité. Des milliers de fonctionnaires kenyans se trouvent actuellement dans cette situation qui vient les plonger davantage dans la précarité. De son côté, le gouvernement reconnaît une crise de trésorerie et les arriérés de salaire au moment où les employés du secteur public, toujours en attente de leur salaire, menacent de faire grève. Marie-Raphaël Antolo. Alors que des milliers d'employés kenyans subissent des retards sans précédent dans le paiement de leur salaire, le président kenyan William Ruto a le 11 avril 2023 annoncé la fin du dit calvaire. Selon ses déclarations, il ne sera plus question pour le pays d'accuser des retards de paiement des fonctionnaires du pays. Par ailleurs, le président a indiqué que les salaires seront dorénavant payés avec les ressources financières en provenance du pays. Toutefois, le président Ruto a signalé que le déficit fiscal du pays est désormais estimé à 5,7%, tandis qu'il prévoit le faire passer à 5% en 2024 et à 4,4% en 2025. I know we had an issue of delayed salaries. Je sais que nous avons un problème de retard de salaire, ce qui d'ailleurs, comme quelqu'un l'a dit, est une première pour le pays. Mais également, c'est aussi la première fois que nous avons des dettes d'une telle importance. Je veux rassurer le pays que cela a été géré et est désormais derrière nous. That is managed. We have turned the corner. Le gouvernement kényan a en effet reconnu une grave crise des liquidités qui a entraîné des retards dans les règlements des salaires des employés. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 10 avril, le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, a déclaré que le gouvernement avait été mis en difficulté par des prêts impayés qui sont depuis arrivés en échéance. Les milliers de travailleurs lésés par cette situation avaient par ailleurs menacé de faire grève s'ils ne reçoivent pas leur salaire, selon des sources officielles. I instructed the Treasury to look at all the taxes to have. J'ai ordonné à la Trésorerie nationale de regarder toutes les taxes de sorte à pouvoir les revoir. Il y a certaines taxes qui vont être réduites dans le pays, car certaines taxes sont punitives et encouragent l'accumulation des prêts. Ceci nous permettra de pouvoir permettre aux citoyens, coopératives et toutes les personnes qui travaillent avec nous de pouvoir s'en sortir. And all the people that work with us to comply with taxes. Le président kényan William Ruto a annoncé qu'il ne serait plus question pour le pays d'accumuler des prêts, mais d'introduire des mécanismes qui permettront au pays de vivre de ses ressources internes. Le continent face au déficit énergétique en Afrique où près de 600 millions de personnes sont encore privées d'électricité. Dans certains pays, c'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité, une situation qui ralentit la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Face à l'urgence, la Banque africaine de développement et le marché commun de l'Afrique orientale et australe viennent de lancer une initiative régionale destinée in fine à améliorer l'accès à l'énergie. Nathalie Mauve. La Banque africaine de développement BAD et le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA ont lancé l'initiative Harmonisation régionale des cadres réglementaires et des outils pour l'amélioration de la réglementation de l'électricité dans le COMESA le 11 avril 2023. Ce projet bénéficie d'un financement de 1,5 million de dollars. La BAD et le COMESA envisagent de renforcer la durabilité du secteur de l'électricité en Afrique orientale et australe grâce à des cadres réglementaires harmonisés. Un marché de l'électricité intégré contribuera à façonner la transition énergétique de l'Afrique. En effet, cela permettra une exploitation durable et rentable des diverses ressources énergétiques du continent, en particulier les énergies renouvelables dans les pays les plus riches en ressources, ainsi que dans les pays les moins riches.
Une approche cohérente et coordonnée pour combler les principaux déficits des infrastructures énergétiques régionales, c'est la méthode préconisée par la BAD et le COMISA. Les interconnexions régionales soutenues par des réformes institutionnelles, politiques et réglementaires pertinentes au niveau régional représentent la clé de la résilience énergétique en Afrique australe et orientale. L'initiative 6 pour renforcer la durabilité du secteur de l'énergie dans notre région vise à développer et mettre en œuvre des cadres réglementaires efficaces, uniformes et transparents. La région compte une population de plus de 600 millions d'habitants avec une forte demande en énergie, notamment en électricité. Selon les deux institutions, dotée d'énormes ressources naturelles inexploitées nécessaires au développement du secteur de l'énergie, la zone COMISA affiche un taux d'accès à l'électricité de 60%. Le bloc régional évolue vers la mise en place d'un marché de l'électricité pleinement intégré, compétitif et harmonisé dans le cadre de l'initiative du marché unique de l'électricité en Afrique. La fin d'un régime d'exception en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité a levé ce mercredi 12 novembre 2023 l'état d'urgence sanitaire. Pour acter cette décision, le gouvernement s'est appuyé sur les résultats plus que positifs liés à l'évolution de la pandémie de Covid-19. C'est un sujet de la rédaction. La Côte d'Ivoire annonce la fin de l'état d'urgence sanitaire. Décision actée ce mercredi 12 avril, au terme d'une réunion en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette levée de l'état d'urgence sanitaire fait suite à l'amélioration de la situation épidémiologique. Les dispositions permises dans le cadre de l'état d'urgence et du régime de sortie de crise instauré pour lutter contre le Covid-19 prennent fin. Ce dispositif avait été instauré depuis 2020 en raison de la pandémie. Une pandémie désormais sous contrôle, soutient le Conseil national de sécurité. À la date du 10 avril 2023, notre pays n'enregistre que 6 cas actifs et aucune hospitalisation durant ces 2 dernières semaines. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et seulement un décès a été notifié depuis la réunion du Conseil national de sécurité du 12 janvier 2023. De plus, dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie avec 95% des cas, 52% de la population cible a été vaccinée. Cette levée va notamment concerner le dispositif de contrôle au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les mesures vont être largement allégées. Le ministère de la Santé est chargé de faire appliquer l'ensemble des décisions prises d'ici le 30 juin 2023. Il a par ailleurs instruit les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et de la Santé à l'effet d'informer et sensibiliser largement les forces de défense et de sécurité, ainsi que le personnel de santé sur les décisions du Conseil national de sécurité. Le président de la République réitère ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. La Côte d'Ivoire a connu son premier cas de Covid-19 le 11 mars 2020, au plus fort de la crise. Selon le bilan officiel, le virus a depuis fait 824 morts. Malgré la levée de l'état d'urgence, le service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville ainsi que le centre hospitalier universitaire de Bouaké restent en alerte. Le Ghana valide un nouveau vaccin contre le paludisme développé par l'université d'Oxford. Ce vaccin a été approuvé pour les enfants âgés de 5 à 36 mois, la tranche d'âge la plus exposée au risque de décès dû au paludisme, détaille l'université britannique. Ce vaccin suscite beaucoup d'espoir car il serait efficace à hauteur de 77%, une première pour un vaccin antipaludique. Les niveaux d'efficacité dépassent ainsi l'objectif de 75% fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Un vaccin donc très prometteur qui pourrait mieux combattre le paludisme, maladie parasitaire transmise par les moustiques qui, au cours de la seule année 2020,
a causé le décès de plus de 620 000 personnes, principalement en Afrique. Et les premières victimes sont les enfants. Le Nigeria s'impose face à la Nouvelle-Zélande. C'était ce 11 avril à Antalya, en Turquie. Victoire des Super Falcons en match amical international sur un score de 3-0. Voilà de quoi rassurer l'équipe nigériane à quelques mois du mondial féminin de football prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. Pour les autres équipes africaines en lice, en revanche, les rencontres amicales se sont révélées peu concluantes. Séverin Douqueux. Sur les 4 sorties amicales des sélections africaines qualifiées pour le Pro Mondial féminin de football 2023, seul le Nigeria a réussi à renverser son adversaire le 11 avril 2023. Engagés face au pays organisateur, la Nouvelle-Zélande, les Super Falcons l'ont emporté 3-0. Une victoire facile obtenue grâce au but d'Ebi à la 34e, suivi de ceux de Eshengini à la 49e et de Oparanosier dans le temps additionnel. Regain de confiance après 7 défaites consécutives et une piètre 4e place à la dernière CAN féminine. Nous avons marqué 3 buts et obtenu un sans faute. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous devons améliorer pour progresser. Et je pense que nous y parviendrons. Comme je l'ai dit, cela fait 2 sorties que nous construisons de mieux en mieux. C'est ce dont nous avons besoin avant d'aller à la Coupe du Monde. Dans les autres rencontres des matchs amicaux, l'Afrique du Sud a trébuché face à la Serbie 3-2, alors que c'était la douche froide pour la Zambie, foudroyée par les Sud-Coréennes 5-0. Les Lions de l'Atlas, quant à elles, s'inclinent sur le plus petit des scores face à la Roumanie 1-0. Un résultat inquiétant pour cette sélection, dont ce sera la première participation au Mondial de football, après l'échec quelques jours plus tôt face à la République tchèque 2-0. La préparation va déjà les permettre de mieux travailler, d'être en jambes, mais c'est pas demain que l'Afrique ira remporter la Coupe du Monde féminine. C'est déjà en étant conscient du niveau qui sépare les équipes africaines des autres confédérations qu'on peut travailler à combler ces lacunes. Et c'est en travaillant davantage qu'on pourra, dans les autres éditions, faire bonne figure et pourquoi pas prétendre un jour remporter cette compétition. Et bon, voilà, on va croiser les bras et scruter avec beaucoup d'attention les performances de ces nations-là. La Coupe du Monde féminine de football 2023, qui sera à sa 9e édition, va se dérouler en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Le Nigeria évoluera dans le groupe B, la Zambie dans le groupe C, l'Afrique du Sud dans le groupe G et le Maroc dans le groupe H. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.